Une femme noire se présente à son entretien dans des vêtements boueux. La réaction du PDG laisse tout le monde sans voix. https://www.youtube.com/watch.rngdfkjlpr8. Par un matin d'orage, une jeune femme noire déterminée se rendait à l'entretien d'embauche le plus important de sa vie. À quelques rues de l'arrêt de bus, elle aperçut soudain sa voisine âgée effondrée sous la pluie. Sans la moindre hésitation, elle se précipita pour l'aider et manqua son bus. Mais elle ne renonça pas. Trempée, en retard, elle entra tout de même dans la salle d'entretien. Son effort attira l'attention du PDG de l'entreprise, et ce qui se passa ensuite allait changer sa vie à jamais. Tous se retournèrent lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un léger tintement. Le hall de Durand et Associés élégant, moderne, froid comme une sculpture de verre se figea dans un silence soudain. Maëlle Durand en sortit, et le calme se fit plus pesant, épais comme un brouillard. Elle avait 26 ans, venait d'être diplômée du Lac de Lay Community College, la première de sa famille à obtenir un diplôme. Elle vivait dans un petit appartement d'une pièce avec sa jeune cousine, travaillait de nuit dans un dîner à 3 rues de chez elle, et avait imprimé son CV ce matin-là à la bibliothèque publique grâce à des crédits gagnés en donnant des cours du soir à des lycéens. Elle n'avait pas de voiture, mais elle avait un rêve, et quelque chose de plus fort encore que la chance, de la ténacité. Elle se tenait maintenant dans le hall de l'une des sociétés d'investissement les plus prestigieuses de Colline de Brévin, détrempée et décoiffée. Ses boucles noires collaient à ses joues. Son chemisier crème, auparavant impeccable, s'accrochait à ses épaules. Sa jupe, jadis soigneusement repassée, était désormais maculée de boue jusqu'aux genoux. Ses ballerines, autrefois beiges et soignées, faisaient un bruit spongieux à chaque pas sur le marbre poli, laissant derrière elles des traces floues comme des taches sur du cristal. Le contraste était brutal. Autour d'elle, tout brillait, costume repassé, chaussures cirées, voix claire et maîtrisée. Ce hall n'était pas fait pour ceux qui entraient avec de la boue sous les pieds et l'eau dégoulinant des manches. Près du coin café, un homme murmura quelque chose en ricanant. Une femme chuchota dans son téléphone et se détourna. 2 agents de sécurité se penchèrent, visiblement tendus, l'un d'eux consultant déjà sa tablette pour vérifier si cette jeune femme trempée avait bien sa place ici. Mais Durand ne broncha pas. Elle ne s'excusa pas. Elle ne recula pas. Au contraire, elle avança lentement, avec détermination, les épaules droites, malgré le froid de ses vêtements mouillés et les regards lourds de jugement. Elle serrait contre elle une pochette plastique fine, gondolée par la pluie. À l'intérieur, des feuilles humides et légèrement froissées, mais qu'elle tenait comme de l'or, des pages qui portaient le poids des levers à l'aube, du sommeil sacrifié, des efforts consentis en silence, sans jamais chercher les applaudissements. Elle s'approcha du comptoir d'accueil où une jeune réceptionniste, impeccable et surprise, leva les yeux de son écran. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle, entre professionnalisme et incrédulité. Durand hocha la tête. « Je suis là pour l'entretien du poste d'analyste associé. » Maëlle Durand. Elle n'offrit aucune excuse, n'évoqua ni la boue ni la pluie et seulement son nom, prononcé d'une voix claire et assurée, comme s'il portait tout le poids de ce qu'elle avait traversé pour arriver ici. La réceptionniste cligna des yeux, jeta un coup d'œil à son écran, puis à nouveau à Durand. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme pour dire quelque chose, mais elle se ravisa. 39e étage, salle de conférence B, dit-elle enfin, en glissant un badge temporaire sur le comptoir. Elle évita de toucher la main de Durand. Celle-ci prit le badge et se dirigea vers les ascenseurs. Un agent de sécurité la suivit toujours du regard, les sourcils froncés, mais ne bougea pas. Ses chaussures émirent un bruit humide sur le marbre. Chaque pas témoignait du chemin qu'elle avait refusé d'abandonner. Lorsque l'ascenseur s'ouvrit et qu'elle y entra, son reflet scintilla dans la paroi miroir. Mouillée, fatiguée, mal habillée, mais debout, présente, inébranlable. Elle appuya sur le bouton du 39e étage d'une main tremblante, l'estomac noué, le pouls battant dans ses oreilles, mais ses yeux, cernés par la fatigue, restaient fixés, déterminés. Elle était arrivée pas comme elle l'avait prévu, mais peut-être comme cela comptait vraiment, non pas comme une candidate parfaite, mais comme une personne authentique. Et parfois,
la vérité était plus désordonnée qu'un CV. Mais elle était plus forte. Elle résistait, et elle entrait même lorsqu'on ne l'attendait pas. Les portes de l'ascenseur se refermèrent dans un léger clic, enfermant Durand dans une cabine silencieuse, faite de verre et d'acier brossé. Tandis que la cabine montait doucement vers le 39e étage, elle s'accorda une seule grande inspiration, la première depuis qu'elle avait quitté l'abri pour affronter la tempête ce matin-là. Ses doigts se resserrèrent autour du dossier pressé contre sa poitrine, ses jointures blanches de froid et de détermination. Elle baissa les yeux vers elle-même, le chemisier humide collé à sa peau, l'ourlet boueux de sa jupe dont le tissu rigide commençait à sécher. Et pendant un instant, le doute tenta de s'infiltrer dans une faille de son armure. Mais elle le repoussa, comme elle l'avait fait une centaine de fois auparavant quand l'électricité avait été coupée l'hiver dernier, quand sa mère avait perdu son emploi, quand chaque email de refus semblait lui dire que des gens comme elle n'avaient pas leur place dans des endroits comme celui-ci. Mais ce matin-là, elle avait pris une décision, elle ne laisserait pas le monde définir sa valeur. Pas aujourd'hui. Elle s'était réveillée à 4h30, avant même que les lumières de la ville ne s'éteignent. Son cousin dormait encore sur le canapé-lit du salon, le petit espace qu'ils partageaient n'était troublé que par le bruit de la pluie contre la vitre simple. Durand avait préparé ses vêtements la veille, un chemisier crème bien repassé, une jupe bleu marine, les plus belles chaussures qu'elle possédait, et elle avait passé 20 minutes à dompter ses boucles en un chignon discret mais fidèle à son image. Son CV, fraîchement imprimé la veille à la bibliothèque, encore tiède au toucher, avait été glissé avec soin dans une pochette plastique, à l'abri du déluge annoncé. Elle avait juste assez de crédit sur sa carte de transport pour faire l'aller-retour jusqu'à Colline de Brévin, à condition qu'aucun imprévu ne vienne perturber le trajet. Elle ne pouvait pas se permettre la moindre erreur. Mais la vie, elle l'avait appris, n'attendait pas toujours le bon moment. Elle n'était plus qu'à 3 pâtés de maison de l'arrêt de bus quand elle le vit. Monsieur Frédéric sur Seine, son vieux voisin, qui marchait avec une canne et lui donnait toujours 5 $ de plus lorsqu'elle lui portait ses courses. Il avait glissé près du trottoir, l'eau s'élevant autour de lui en vagues qui rampaient vers le trottoir comme des doigts. Son manteau mince était détrempé. Son chapeau avait roulé jusqu'au caniveau. Et personne ne s'arrêtait. Les voitures klaxonnaient. Un cycliste l'avait évité de justesse. Les passants l'esquivaient comme une branche tombée. Mais Durand, elle, ne l'avait pas fait. Sans réfléchir, elle jeta son parapluie déjà retourné 2 fois par le vent, et courut vers lui, s'agenouillant sur le trottoir froid et mouillé sans hésiter. « Monsieur Frédéric sur Seine, ça va ?» demanda-t-elle doucement en lui prenant le bras. Il leva les yeux vers elle, l'air hébété, ses lunettes embuées, la pluie lui coulant sur les joues comme des larmes, et hocha faiblement la tête. « J'ai glissé, ces maudits trottoirs sont des pièges, » grogna-t-il d'une voix faible, mais toujours teintée de l'humour sec qu'elle lui connaissait. J'ai essayé de rattraper mon sac et j'ai attrapé le trottoir à la place. Durand esquissa un sourire, même si la pluie traversait son chemisier et lui glissait le long du dos comme de la glace. « On va vous relever, d'accord, dit-elle. Ce ne fut pas facile. Ses genoux étaient raides. Ses chaussures glissaient. Mais après quelques efforts, des gestes sûrs et des paroles rassurantes, il se remit debout. Elle ramassa ses bouteilles éparpillées, glissa son sac sous son bras et le raccompagna lentement jusqu'à son Porsche, 2 maisons plus loin, un pas après l'autre. Chaque seconde résonnait plus fort dans sa tête, elle entendait déjà le grondement du bus qui approchait. Elle connaissait les horaires, elle savait ce que cela signifiait. Une fois qu'il fut installé sur le canapé fleuri près de la fenêtre, enveloppé d'une couverture sèche, il lui serra la main. Il ne cligna pas des yeux. Son ton n'était ni théâtral, ni chaleureux. Juste sincère, et c'est ce qui le rendait puissant. J'avais passé la nuit à faire un double service dans le garage de mon oncle parce que ma mère venait de perdre son emploi, et on devait payer le loyer. Je n'avais pas eu le temps de rentrer. Je me suis lavé les mains dans l'évier de service derrière le bâtiment, j'ai mis une cravate sur un t-shirt taché, et je suis entré quand même. Il s'interrompit, toujours les yeux rivés sur Durand, jetant un bref regard à l'ourlet boueux de sa jupe, puis à la chemise soigneusement posée sur la table. La réceptionniste m'a dit de revenir quand je serai présentable.
Sa bouche esquissa un sourire, non de rancéure, mais de lucidité. Mais un homme, un seul, dans ce bureau, m'a demandé de m'asseoir, de lui expliquer qui j'étais, ce que je voulais. Il m'a donné 10 minutes. Ces 10 minutes ont changé ma vie. L'atmosphère dans la salle se modifia encore, plus douce, comme si une fenêtre invisible s'était ouverte. Lionel se renversa lentement, croisa les mains devant lui. Je vois beaucoup de vernis autour de cette table, reprit-il en balayant les candidats du regard. Des CV impressionnants, des parcours remarquables, et c'est bien. Nous cherchons l'excellence. Sa voix descendit d'un ton, plus ferme désormais. Mais le vernis ne vous apprend pas à vous relever après une chute. Il ne me montre pas ce que vous ferez quand tout va mal. Quand le marché s'effondre, quand un client s'en va, quand tout le plan s'écroule et qu'il ne vous reste que votre détermination. Son regard revint sur Durand. Et moi, je vois de la détermination. Elle ne sourit pas. Elle ne pleura pas non plus, mais ses épaules se détendirent un peu, et elle soutint son regard non pas avec défi, mais avec quelque chose de plus profond. De la gratitude, sans doute. Du soulagement, peut-être. Mais surtout, une conviction. Celle qui ne vient pas d'avoir été choisie, mais de savoir qu'on a mérité sa place. Je vois quelqu'un, conclut Lionel, que la boue, le jugement ou les circonstances n'ont pas empêché de franchir cette porte. Et c'est cela, dit-il en se tournant vers les autres membres du jury, puis vers les candidats assis autour de la table, d'une voix plus forte et assurée, le genre de personne que je veux dans cette entreprise. Un instant, personne ne bougea. Puis la femme au clipoir se redressa, la bouche entr'ouverte, sans dire un mot. L'homme à côté d'elle, les lunettes toujours posées sur l'arête de son nez, griffonna rapidement quelque chose sur un bloc-notes juridique, bien que personne ne pût voir de quoi il s'agissait. Léa Jounet baissa les yeux, la mâchoire crispée non pas par colère, mais peut-être par honte, ou par réflexion. Aurélien traînait fixé devant lui, impassible pour une fois. Durand, elle, ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. La pièce avait déjà parlé, et pas seulement avec des mots. Dehors, la pluie commençait à s'apaiser, le ciel s'adoucissait dans des teintes de gris. Mais à l'intérieur de la salle de réunion B, quelque chose avait changé. Un paradigme, une perception. La fine couche d'attente superficielle s'était fissurée pour révéler quelque chose de bien plus précieux en dessous. Le caractère, le courage, et la force tranquille et indéniable d'une femme qui avait osé venir, malgré tout. Quelques semaines plus tard, le hall d'entrée de Durand et Associés paraissait inchangé, sol en marbre immaculé, structure en acier poli, et ce discret bourdonnement d'ambition sous chaque pas feutré. Mais un détail subtil, presque imperceptible, avait changé comme la lumière qui se courbe légèrement après une tempête. Au cœur du 18e étage, dans une salle vitrée où les idées circulaient plus vite que le temps, se tenait Maëlle Durand. Elle n'était plus cette femme avec de la boue sur sa jupe et la pluie dans les yeux. Elle se tenait droite, confiante, assurée, vêtue d'un blazer bleu marine qui semblait taillé dans le but même qu'elle incarnait. Ses cheveux étaient relevés, sa voix claire et précise alors qu'elle dirigeait le briefing stratégique hebdomadaire destiné aux jeunes analystes. Son ordinateur était ouvert, ses notes impeccables. Mais c'était sa présence qui imposait le respect, non pas parce qu'elle le réclamait, mais parce qu'elle l'avait gagné. Autour de la table, certains visages familiers de l'entretien étaient présents, cette fois sans sarcasme ni fausse assurance. Ils écoutaient, non par politesse, mais parce qu'ils avaient vu ce dont elle était capable, sa rapidité d'adaptation, ses heures tardives sans qu'on le lui demande, et ses idées à la fois lucides, concrètes, ancrées dans une clarté née de ceux qui ont vécu au bord du précipice. Même Léa Joux, désormais à 2 bureaux de la sienne dans l'équipe analytique, lui adressa un discret hochement de tête quand Durand s'interrompit pour inviter aux questions. Il n'y avait plus de tension, seulement une reconnaissance. Elles n'étaient plus des rivales. De l'autre côté de la vitre, Lionel Béchet les observait depuis le couloir, une main dans la poche, un léger sourire sous sa barbe grisonnante. Il n'avait pas l'habitude de suivre les stagiaires. Mais aujourd'hui, il avait fait une exception non pas parce qu'il doutait d'elle, mais parce qu'il voulait voir jusqu'où irait cette décision,
celle qui lui avait rappelé pourquoi il avait fondé cette entreprise. Durand et Associés n'avaient pas besoin de plus de vernis. Elle avait besoin de gens qui savaient s'élever. Plus tard dans l'après-midi, dans la petite salle de pause encombrée à côté de l'escalier ouest, une nouvelle stagiaire renversa son café. Trop remplie, trop nerveuse, le couvercle céda en heurtant le comptoir. Des papiers volèrent, du café éclaboussa la table et sa chemise. Une seconde, elle resta figée, rougissante, dépassée, humiliée. Quelques regards se levèrent, puis se détournèrent aussitôt. Elle commença à ramasser ses affaires d'une main tremblante, les lèvres serrées pour retenir ses larmes. C'est alors que Durand intervint. Elle s'agenouilla sans hésiter, attrapa une poignée de serviettes en papier et commença à essuyer le bureau, la voix douce, posée, sans le moindre jugement. « Ne t'en fais pas, » dit-elle avec un petit sourire complice. « Ça arrive à tout le monde. » La jeune fille la regarda. Maëlle Durand. Celle dont le nom revenait souvent en réunion, celle que Béchet avait citée la semaine passée dans une note de service sur le leadership. Surprise par tant de bienveillance, elle cligna des yeux. Durand lui tendit une serviette propre, se releva et ajouta avec un clin d'œil. « Le premier jour, j'ai laissé de la boue sur tout le sol en marbre. De la vraie boue. » Elle sourit. « Et pourtant, j'ai eu le poste. » La jeune fille éclata d'un petit rire, discret mais sincère. Et à ce moment précis, tout prit sens. Durand n'avait pas simplement franchi la porte. Elle avait changé la façon dont ceux à l'intérieur regardaient ceux qui attendaient encore dehors. Elle leur avait rappelé que la grandeur ne se présente pas toujours avec un costume impeccable et une lettre de recommandation parfaite. Parfois, elle arrive trempée, tremblante, en retard, mais inflexible. Parfois, c'est la personne à l'allure la plus maladroite qui a le plus à offrir. En fin de journée, la salle de pause avait retrouvé son calme, la salle de réunion était vide, et les lumières du bureau commençaient à s'éteindre. Durand se tenait près de la fenêtre, observant les derniers reflets du jour danser sur la ligne d'horizon de la ville. En bas, la rue s'étendait dans toutes les directions, désordonnée, imprévisible, réelle. Et quelque part, peut-être, une autre fille courait sous la pluie, un CV sous le bras, incertaine d'y arriver, incertaine que cela compte. Durand sourit doucement, se souvenant. Puis elle se retourna, ramassa ses notes et retourna à son bureau. Il restait encore du travail, mais désormais, il comptait pour plus qu'elle seule. Elle n'était pas venue juste pour obtenir un emploi. Elle était venue pour ouvrir la voie. « Tu n'étais pas obligé de t'arrêter, tu sais, » dit-il. La plupart ne l'auraient pas fait. Elle s'agenouilla à côté de lui, reprenant son souffle. « C'est bien ça, le problème, non ?» répondit-elle en s'essuyant le front avec sa manche. « La plupart ne le font pas. Mais ce n'est pas la personne que je veux être. » Il la regarda longuement. « Vous avez un endroit important où aller, pas vrai ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Un entretien. Un gros. » Il jeta un œil à l'horloge, puis à sa jupe éclaboussée de boue et au dossier humide dans ses mains. « Eh bien, » dit-il avec un regard chaleureux, « vous avez déjà réussi un test ce matin. Espérons qu'il soit assez intelligent pour le voir. » Elle se leva lentement, les genoux endoloris par le froid, et lui adressa un dernier sourire. Puis elle s'élança sur le trottoir glissant d'huile et de pluie, franchit les carrefours dont les feux semblaient vouloir la ralentir, dépassa des palissades de chantier couvertes de panneaux jaunes criant « Danger, port du casque obligatoire ». Elle se faufila par une ouverture, sa seule chance de gagner quelques précieuses minutes. Ses chaussures glissèrent presque aussitôt sur le sol irrégulier. Elle tenta de se rattraper, trébucha et s'effondra lourdement dans la boue. Un bruit esséhurant de succion accompagna sa chute. Sa jupe prit le pire, traînant dans la gadoue épaisse, ses mains s'enfonçant dans une terre glaiseuse. Un instant, elle resta là, hébétée. Le froid lui transperça la peau. Le dossier de son CV était à quelques centimètres à peine, miraculeusement fermé, éclaboussé, mais intact. La plupart des gens seraient rentrés chez eux à ce moment-là. Ils auraient changé de vêtements, reprogrammé l'entretien,
présenté leurs excuses, promis de réessayer. Mais Durand n'avait pas d'autre entretien. Pas de second ailleurs. Aucune marge pour réessayer. C'était sa seule chance. Pas l'une parmi d'autres, la seule. Elle se releva, grelottante, détrempée. Ses mollets brûlaient de la course, ses coudes la lançaient après la chute, mais elle se releva. Elle ramassa son dossier, s'essuya les mains sur sa jupe et reprit sa route. Lorsque l'ascenseur atteignit le 39e étage et que les portes s'ouvrirent avec un digne discret, Durand fit un pas dans un couloir baigné d'une lumière tamisée et d'un silence feutré. Le sol sous ses pieds était désormais recouvert de moquettes moelleuses, étouffant ses pas. Elle ignorait ce qui l'attendait dans la salle de conférence vitrée au bout du couloir. Mais elle savait ceci. Elle avait couru sous la pluie, aidé un inconnu quand personne ne s'en souciait, chuté face contre terre, et s'était relevée. Elle avait gagné sa place non par des relations, ni par son apparence, mais par son intégrité, ses choix, ceux que personne ne voit. Elle ajusta son dossier et avança, le cœur battant. Peu importait ce qu'il y avait derrière ces portes, elle était prête. Pas parce qu'elle en avait l'air, mais parce qu'elle l'avait vécu. Les doubles portes vitrées de la salle B étaient entr'ouvertes, juste assez pour entrevoir une longue table en acajou brillant sous l'éclairage encastré, entourée de fauteuils à dossier occupés par des silhouettes impeccables. Durand s'arrêta une seconde avant de pousser les portes, les doigts encore humides de la pluie. Les conversations cessèrent net lorsqu'elle entra. 15 têtes se tournèrent en même temps. Costume taillé, maquillage parfait, chaussures immaculées sur moquette propre, on aurait dit une photo figée. L'air était frais, légèrement parfumé à la lavande et au bois ciré. Mais c'était le silence qui la mordit le plus, pas le froid. Elle avança lentement, consciente de chaque détail. La boue accrochée à l'ourlet de sa jupe, le bruit humide de ses chaussures à chaque pas, le froid collé à ses manches. Elle ressentait tout, mais ne ralentit pas. Elle balaya la salle du regard. 3 recruteurs étaient assis en bout de table, une femme en tailleur bleu marine à l'expression sévère, tenant un clipoard, un homme à lunettes feuilletant déjà un CV, et, au centre, un homme plus âgé aux cheveux argentés, les doigts croisés sous le menton, l'observant d'un calme impénétrable. Les candidats bordaient la table, 8 hommes, 5 femmes tous secs, posés, brillants comme dans un magazine. Aurélien Trenet fut le premier à réagir. Un sourire en coin se dessina sur son visage. Il se cala dans son siège, bras croisés sur son costume Armani. On dirait que certains ont été plus touchés par la tempête, murmura-t-il, juste assez fort. Quelques rires étouffés s'élevèrent, contenus mais cruels. Léa Jounet, assise à côté de lui lança un regard désapprobateur avant de détourner les yeux de Durand, feignant de ne pas la voir. Plus loin, un homme jeta un coup d'œil à ses chaussures détrempées, puis retourna à sa tablette, l'air crispé. Durand ne répondit pas. Elle ne ralentit pas. Elle avança, pas à pas, et s'assit sur le seul siège encore libre tout au bout de la table, juste sous la bouche d'aération. L'endroit le plus froid, que personne ne voulait. Mais elle s'y installa, droite. Elle posa doucement son dossier humide sur la table, lissa sa jupe, croisa les mains sur ses genoux. Les recruteurs échangèrent quelques mots à voix basse. La femme au clipoard se racla la gorge. Nous allons commencer par une présentation rapide, dit-elle d'un ton sec, feuilletant déjà la page suivante. Les candidats prirent la parole tour à tour, leur voix posée, confiante, récitée à la perfection. Stanford, Columbia, 4 ans chez Desnotes, 2 étés chez Maud Clément, une spécialisation en économie comportementale, une sortie de start-up à 23 ans. Les chiffres scintillaient comme des médailles sur leur CV. Puis vint le tour de Durand. Elle se leva. Ne se précipita pas. Pas de discours commercial. Elle ne récita pas sa moyenne générale, bien qu'elle fût excellente. Elle ne mentionna pas qu'elle travaillait 40 heures par semaine en suivant un cursus à temps plein. Elle ne parla pas non plus des bourses obtenues, du centre de tutorat où elle était bénévole, ni des nuits passées à assembler l'espoir entre les manuels et les plannings de travail. Elle regarda droit devant elle, la voix calme et posée. Je m'appelle Maëlle Durand.
Je sais que je ne ressemble à personne dans cette salle en ce moment, mais je crois que ce que j'ai traversé pour arriver ici compte plus que l'image que je renvoie, assis sur cette chaise. La pièce se figea. Même le sourire d'Aurélien disparut. Elle ne rompit pas le contact visuel avec le jury. Ce matin, j'ai aidé quelqu'un qui était tombé, et j'ai raté mon bus. J'ai traversé un chantier pour rattraper le temps. J'ai glissé. Je suis tombé. Je me suis relevé. J'ai continué, parce que je ne suis pas venu ici pour être parfaite. Je suis venu ici pour prouver que j'ai ma place. Le silence s'empara à nouveau de la pièce. Pas un silence gêné, mais chargé de sens. L'un des recruteurs cligna des yeux. Son stylo s'arrêta en plein milieu d'une note. Il abaissa les yeux. De l'autre côté de la table, quelqu'un referma lentement son ordinateur. La femme au clipoir ne leva pas la tête, mais son stylo tressaillit, brusquement. En bout de table, l'homme aux cheveux argentés s'adossa légèrement à son fauteuil. Il n'avait pas détaché son regard de Durand depuis son entrée. Ses mains descendirent alors sur la table, ses doigts tapotant lentement une fois. Il ne dit rien, mais son regard persista non pas avec jugement, mais avec autre chose. Un souvenir, une reconnaissance. Ce genre de regard qui dit « J'ai été à ta place ». Je me souviens. Durand se rassit, les mains légèrement tremblantes sous la table, mais le regard ferme. L'humidité de ses vêtements s'accrochait encore. La boue n'avait pas disparu, et elle ne s'y attendait pas. Mais quelque chose avait changé. Les rires s'étaient tus. Les chuchotements s'étaient dissipés. Elle n'était plus simplement cette fille couverte de boue qui avait pénétré dans une salle de géants. Elle avait parlé, et ils avaient écouté. Le silence qui suivit ces paroles resta suspendu dans la pièce comme une brume, silencieuse, mais chargée d'un non-dit. Personne ne bougeait. Personne ne riait. Les notes cessèrent. Le cliquetis des stylos, les balayages de tablettes, les regards en coin, tout s'arrêta, et dans ce calme rare, l'homme à la tête de table, celui dont la prestance avait été sculptée par des décennies de décision, se pencha enfin en avant. Lionel Béchet, PDG et cofondateur de Willcraft Holdings, posa ses coudes sur le bois verni, joignit ses doigts de nouveau, et fixa toujours Durand. Puis, d'une voix basse et posée, il prit la parole. Il y a 30 ans, dit-il, et ces simples mots suffirent à capter l'attention de toute la pièce. Même Aurélien Trench redressa le dos, surpris. Je suis arrivé à un entretien chez Hanové Trust, couvert de cambouis. Les mots tombèrent comme un murmure dans une cathédrale.